C'est bon. Bonjour à tous. Alors, venir ici, effectivement, parler des technologies, d'outils, de choses comme ça, pourquoi pas. Venir parler de coopération, encore mieux. Venir parler de monnaie, ça peut sembler un petit peu bizarre. Ah oui, alors c'est pas le bon, excusez-moi, c'est pas le bon. Là, voilà. J'avais commencé par un titre sérieux quand même. Puisqu'on est quand même dans un endroit où on va parler d'innovation, on va essayer de voir si finalement, eh bien, on pourrait imaginer des choses innovantes. Et pourquoi pas nous, qui innovons dans la coopération, qui innovons dans le Web 2, qui innovons dans les technologies, qui innovons dans les services, les usages, eh bien, est-ce qu'on a quelque chose à faire avec des choses comme la monnaie? Alors, ça peut sembler totalement bizarre, parce que la monnaie, c'est pas notre rayon, c'est pas notre truc. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, voilà, ça y est, c'est prêt pour la photo. Alors, pour ça, eh bien, regardons un petit peu où on en est. Jusqu'à maintenant, vous savez que le monde a un peu changé et que depuis, la valeur est basée beaucoup sur l'innovation. Alors, on nous parle beaucoup d'innovation. Alors, quand on pense à innovation, on pense en général innovation technologique. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que si on regarde bien Internet, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'innovation technologique dedans. C'est surtout une innovation d'architecture. Donc, il y a une sorte de petite sœur cachée de l'innovation technologique, qui est l'innovation d'architecture, sur laquelle d'ailleurs se passent beaucoup de choses extrêmement stratégiques qui peuvent changer la société. On l'a vu par exemple avec l'architecture même de l'Internet. Mais en fait, ça ne suffit pas, et depuis, eh bien, depuis les années 80-90, on est passé à un deuxième étage qui est l'innovation de service et l'innovation d'usage. Alors l'innovation de service et l'innovation d'usage, ça on commence à connaître, et on voit qu'effectivement, on n'oublie pas l'innovation technologique, alors on a des tas de choses. Alors les autres années, je suis venu vous parler effectivement de comment on pouvait faire des choses un petit peu nouvelles avec les technologies, les services, les usages. Alors je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, rappelez-vous, on avait parlé de petites choses du genre des baguettes magiques, d'Harry Potter et tout ça. Alors je voulais quand même, puisqu'on va passer un cran plus loin, quand même vous montrer que cette année, eh bien, je n'ai pas piqué une simple baguette de bambou pour simuler la baguette magique qui existe dans les laboratoires, mais j'aimerais pour la première fois quand même ici vous la présenter, la baguette magique qui nous permet de piloter différentes choses, si ça veut bien débarrer. Ça c'est le bug, évidemment. Ah voilà. Ah non, bah, je ne la maîtrise pas encore, excusez-moi. Bon, on va essayer de faire un truc... Ah, c'est mieux quand même. Bon, alors, donc maintenant qu'on a... Bon, l'innovation technologique, ça va continuer à travailler dessus, très bien. L'innovation de service, d'usage, continuer à travailler dessus. Et puis, ben, il y a aujourd'hui un troisième étage qui est en fait l'innovation sociale. Et la petite sœur de l'innovation sociale, eh bien, c'est peut-être l'innovation économique. C'est-à-dire que si l'innovation technologique a une petite sœur qui est l'innovation d'architecture, qui change des choses extrêmement stratégiques sans qu'on y pense souvent. Si l'innovation de service, avec tous les services que l'on voit, a une petite sœur qu'on oublie souvent, qui est l'innovation d'usage, donc les services, c'est ce qu'on donne, et les usages, c'est ce que les gens en font vraiment, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, eh bien, dans l'innovation sociale, dont on parle beaucoup en ce moment, eh bien, j'aimerais vous parler un peu plus d'innovation économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, ce truc-là, parce qu'on n'est pas des économistes, pardon. Alors, en fait, ça représente deux choses. Premièrement, des modèles économiques. Alors les modèles économiques, là on a vu que sur l'Internet, par exemple, s'en est développé absolument plein, partout, avec des choses aussi incroyables que je donne tout gratuit et grâce à ça je gagne plein d'argent. C'est paradoxal quand même, mais il y a des groupes par exemple qui mettent leur musique en libre de droit sur Internet et qui grâce à ça gagnent de l'argent parce qu'il y a plus de gens, quand ils font bien leur travail et qui font des bonnes musiques, qui viennent au concert. Donc il y a des modèles économiques un peu plus subtils. Mais ce n'est pas de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose encore plus caché de ça, c'est l'innovation monétaire, et là c'est moins connu, et pourtant eh bien, il se passe pas mal de choses. Alors pour ça, eh bien, revenons donc dans nos trois étapes, et est-ce qu'on peut innover au niveau des monnaies? Alors vous allez me dire, il y a l'euro, il y a le dollar, il y a le yen, il y a le yuan, toutes ces choses-là, mais il existe aussi un certain nombre de monnaies qui ne sont pas des monnaies conventionnelles au sens très typique. Alors d'abord, il y en a un certain nombre, parce que si je regarde bien, voilà le taux de croissance, c'est une courbe que je tiens de Bernard Lietaer, qui est donc un des fondateurs de l'ECU, donc qui a donné la naissance à l'euro, et qui aujourd'hui eh travaille beaucoup sur les monnaies complémentaires. Et vous voyez qu'aujourd'hui, eh on arrive à peu près à 5000 monnaies. Donc il y a une sorte de décollage, et il y avait déjà certaines monnaies avant, ça commence à faire beaucoup, et j'aimerais vous montrer que probablement bientôt ça ne sera pas 5000, mais peut-être 5 millions de monnaies, et que donc il se passe quelque chose d'assez étonnant, assez inattendu. Alors pour ça, on pourrait se dire, alors là, si je commence déjà, j'ai du mal avec un porte-monnaie, comment je vais m'en sortir? Alors là, je vais faire une toute petite digression et j'aimerais vous parler d'une des choses qui m'a le plus épaté depuis 12-18 mois à peu près,
C'est des travaux qui ont lieu, et je vais faire un petit lien avec ce qu'a présenté Tan hier, avec le développement durable et avec aussi l'écologie et la biologie. En biologie, eh bien, on pourrait se dire, tiens, finalement, nous sommes une patrie d'ingénieurs, on va essayer d'optimiser. Alors imaginez que ça serait optimiser du maïs. Alors je vais choisir le meilleur maïs, même s'il n'est pas OGM, je vais quand même choisir le meilleur des meilleurs des meilleurs, et je vais planter que ça, partout, optimisons. Alors vous imaginez bien qu'à ce moment-là, la durabilité du système, il suffit qu'un parasite arrive, et hop, il n'y a plus rien. Alors la nature, elle a inventé autre chose que l'optimisation à la mode ingénieur classique, elle a rajouté à l'optimisation la diversité, pour avoir effectivement une capacité à s'adapter et pas simplement à optimiser les rendements. Et donc s'adapter à des tas de choses qui sont encore inconnues. Et nous sommes dans un monde inconnu. Alors finalement, eh bien, Ulanowicz l'a présenté sous forme d'une courbe, où vous voyez ici le plus d'efficacité, ou plutôt plus exactement d'efficience, l'optimisation, avec une durabilité à peu près égale à 0. Si tout est absolument divers, si on fait à peu près n'importe quoi, c'est égal aussi à 0. Et vous avez une sorte de maximum possible de durabilité du système, lorsque l'on est, allez, on va dire à un tiers d'organisation et 2 tiers de bazar. Et alors ce qui est intéressant, c'est que cette courbe-là, qui est au départ sur des systèmes biologiques, donc le vivant, et il se trouve que le vivant se situe par là, on s'est amusé à regarder dans différents domaines. On a regardé par exemple l'Internet. Est-ce que l'Internet est le réseau le plus optimisé de la planète? Réponse, bien sûr, non. Par contre, la durabilité de ce réseau, malgré tout, même si on parle aujourd'hui d'Internet nouvelle génération, de nouveaux réseaux, de différentes choses, la longévité est absolument exceptionnelle. Pourquoi? Parce que finalement, d'abord, ce n'est pas un réseau, mais c'est un réseau de réseaux. C'est parce qu'il y a une grande diversité dedans. Alors, bien sûr, c'est un peu moins efficace. Alors, certains se sont dit, ben, si ça marche pour la biologie, si ça marche pour l'Internet, peut-être que c'est une des lois cachées, en fait, de la loi des réseaux. Alors, en termes un peu plus effrayants, je dirais des sciences de la complexité. Et donc, est-ce qu'on pourrait appeler ça avec les monnaies? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un type de monnaie. C'est-à-dire que ça soit du dollar, de l'euro, etc., même s'ils sont convertibles et qu'ils fluctuent l'un à l'autre, eh bien, vous avez à peu près une dizaine de crises financières par an, depuis 25 ans. Donc, ça veut dire que le système, il n'est pas très, très durable. Alors, évidemment, on en a connu une grosse, là, bien sûr, mais très, très régulièrement, et ça se casse la figure. Et si on avait besoin d'autre chose? Alors imaginez par exemple qu'on essaye de faire des monnaies qui soient un peu moins efficaces. Est-ce qu'on pourrait dire, alors je voudrais avoir honte de dire ça, d'être moins efficace, mais peut-être plus adaptable, plus divers. Alors qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Eh bien la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est faciliter l'échange entre les personnes. On fait moins de troc, on va pouvoir faciliter les choses. Alors si je facilite les échanges, je facilite les échanges, point. C'est-à-dire faciliter les échanges, ça veut dire faciliter tous les échanges d'armes, les échanges de nourriture, les échanges d'éducation, les échanges de drogue, tous. Après, aux charges des États et des législateurs, etc., essayer de se débrouiller pour que la monnaie qui est aveugle, d'une certaine manière, fasse des choses. Alors gardons cette monnaie, il ne s'agit pas pour l'instant de la remplacer, elle fait sa fonction comme elle peut, mais imaginons qu'on rajoute une deuxième monnaie en plus, une monnaie complémentaire, et que cette monnaie, elle ne serve que non pas à acheter des armes, mais à acheter, par exemple, à manger. Ça veut dire que vous facilitez les échanges en général, et vous facilitez un petit peu plus les échanges pour manger. Alors imaginez qu'on fasse ça pour développer les échanges locaux, pour développer la culture, pour développer l'éducation, pour développer des choses qui nous semblent désirables dans la société. Et à ce moment-là, eh bien, vous obtenez des monnaies complémentaires. Alors oui, c'est moins efficace que d'avoir une seule monnaie, mais des monnaies qui vont nous permettre de faire des choses extraordinaires. Alors, on va essayer de regarder ça, et finalement, regardons ce que c'est que la monnaie. La monnaie, c'est 3 choses. C'est facilitateur d'échange, on va regarder dedans. C'est une unité de compte, ça nous permet de compter. Cet objet-là, eh bien, il vaut tant d'euros, ou tant de dollars, ou tant de roupies, ce que vous voulez. Et puis, ça nous permet aussi eh bien, d'investir. On parle de réserve de valeur en termes savants. Vous allez voir, après, vous allez pouvoir briller en société avec quelques termes spécifiques. Eh bien,